Allô et bienvenue dans mon potager d'environ 100 mètres carrés cultivé en moyenne montagne à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je vous fais aujourd'hui le tour du jardin, le premier grand tour du jardin de l'année 2026. Avant, il n'y avait pas assez de choses à voir, donc je n'ai pas jugé utile de tout vous montrer. Et en même temps, ce sera un peu une vidéo de présentation du jardin pour les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas encore bien le jardin ou pour tous les futurs abonnés que je pourrais renvoyer vers cette vidéo. Alors du coup, je m'excuse auprès de tous les abonnés de la première heure qui vont réentendre des choses qu'ils ont déjà entendues, mais c'est intéressant pour vous quand même parce que vous pourrez voir l'évolution des cultures et où est-ce qu'on en est par rapport au semis qu'on a fait ensemble depuis le mois de mars. Alors la première chose que vous devez savoir si vous n'avez pas encore regardé de vidéo de cette chaîne, c'est de savoir que je cultive exclusivement ou presque exclusivement en bac. Que ce soit des grands bacs surélevés comme celui que vous voyez là devant moi, qui est mon bac préféré, celui qui est près de la terrasse, donc accessible aussi très pratiquement, très facilement en hiver ou dans la mauvaise saison quand il pleut, qui peut facilement être transformable en une espèce de charrette là, avec le voile par-dessus. Je vais vous montrer après en détail comment avancent les cultures dans ce bac. Alors évidemment, je ne peux pas avoir 100 mètres carrés cultivés avec des bacs surélevés, ce serait vraiment très compliqué. Donc la plupart de mes bacs sont des bacs classiques de 30 cm à peu près de hauteur, avec un criage fin en dessous à cause des râteaux-pieds. En effet, on a eu un énorme gros problème de râteaux-pieds et du coup, on n'a pas trouvé beaucoup d'autres solutions que de mettre du criage très fin et très coûteux en dessous des bacs. Et la prochaine vidéo, je pense que je vais publier sera justement sur ce sujet. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour avoir le petit message quand la vidéo sortira. Alors l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cultiver dans des bacs, ces bacs ne sont pas relégués, on va dire, au fond du jardin, dans un coin potager qui serait vraiment identifiable comme le potager. Non, ils sont éparpillés partout sur notre terrain, autour de la maison, juste sur la terrasse comme vous voyez là, complétés par des grandes jardinières et surtout, et heureusement, cette grande serre que vous pouvez voir dans le fond, qui est quand même le game changer ici en moyenne montagne. Sans la serre, honnêtement, je n'aurais pas pu cultiver tout ce que je cultive. Alors juste un tout petit avertissement avant qu'on commence vraiment ce tour du jardin. Les bacs qu'on a fabriqués, ils datent pour la plupart de plusieurs années. Vu qu'on a pris un peu tout type de bois, à l'époque c'était vraiment pour savoir si oui ou non ça a changé quelque chose par rapport au râteau-pied. Et si on pouvait, bon désolé pour le prix de fond, et si on pouvait cultiver malgré tout, sinon on allait laisser tomber le potager en fait, tellement on était ravagés par les râteaux-pieds, les campagnols, les mulots, les campagnols, enfin tout ce qu'il y avait. Du coup, certains de ces bacs ne ressemblent vraiment plus à rien et on les refait au fur et à mesure. Quand il y en a un qui tombe vraiment en lambeaux, on le change chaque année, 1 ou 2 bacs. Donc ne soyez pas heurtés par l'image de ces bacs. C'est quand même très utile. Tant qu'ils tiennent, on les garde. C'est pas la peine non plus de jeter quelque chose qui peut encore faire 1 an ou 2 ans de culture. Mais bon, ce sera peut-être un peu moins joli visuellement à l'image. Bon, allez, on va commencer ce tour du jardin en commençant directement devant moi avec ce bac surélevé qui est vraiment mon bac préféré de tout le jardin. Vous allez certainement comprendre pourquoi. Ce bac, il est en lame de terrasse d'ailleurs, du coup il est en bois traité, il dure plus longtemps. Voilà, c'est vraiment le premier bac que je cultive, mis à part la serre, quand arrive le printemps ici. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce bac? On a ici des oignons, des carottes, de l'ail, des laitues, des radis. Vous allez voir que là, les salades, elles sont encore toutes petites. Alors, celles qui sont dans la serre, on peut les récolter maintenant. Donc, c'est vrai que la différence est assez importante sur certaines cultures. Sur les carottes, paradoxalement, pas tant que ça. Peut-être qu'il a fait aussi un peu chaud dans la serre parce qu'évidemment, les météos
et les années se suivent et ne se ressemblent pas. Donc il a fait très très chaud, parfois 37 degrés dans la serre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que vous voyez devant là, c'est un semis de petits pois lisses de la variété Petit Provençal qui vont déborder un peu du bac de ce côté-là et qui seront donc très facilement récoltables de cette manière. Et ils prennent pas beaucoup de place. Ils me prennent une toute petite rangée sur le côté d'un bac surélevé, pas besoin d'installer des grillages, etc. Je trouve ça vraiment très pratique. Ici, il y a un semis de betterave qui est déjà bien sorti. À chaque fois, je vous mettrai les dates aussi. Je ne les connais pas par cœur, là, pour que vous puissiez vraiment voir, OK, combien de temps il faut pour que ça germe, en tout cas ici à 800 mètres d'altitude. Et là, j'ai donc lancé un premier semis de haricots, ce qui est vraiment pas recommandé par ici avec l'altitude qu'on a et les gels qui peuvent arriver jusqu'à fin mai. Mais j'ai voulu tenter, étant donné que j'ai quand même ce voile d'hivernage. Pour l'instant, ils sortent très bien. Mais encore une fois, il faut dire qu'on a une année très très bizarre où il ne gèle pas. Donc voilà, peut-être que ça marchera très bien et peut-être que non, il va regeler. On va avoir des seins de glace hyper froids. Mais bon, avec le voile, je pense que ça devrait aller quand même. Surtout que les haricots, à mon sens, ont besoin de beaucoup de chaleur pour germer, une terre bien réchauffée. Mais une fois qu'ils sont sortis, s'il y a encore un peu de frais, ça devrait passer normalement. On a donc ici les épinards que j'avais semés en plaques alvéolées, je crois, le 8 mars. C'est quand j'ai commencé les premiers semis que j'ai lancés. D'habitude, je les semais directement et ça marchait jamais très bien. Cette année, j'ai décidé de les semer en plaques. Je les ai mis dans la maison le temps qu'ils germent. Après, en journée, ils allaient dans la serre et la nuit en maison. Et une fois qu'ils étaient assez grands, je les ai plantés. J'ai planté une partie en serre. Vous allez voir qu'ils sont bien plus avancés. Et une partie ici, mais même ici, on voit quand même qu'on peut bientôt récolter. Le problème qu'on a par contre, c'est qu'il a fait tellement chaud, ce qui ne plaît pas du tout aux épinards, qu'il essaye de monter en graines. Et du coup, voilà, il est vraiment temps de récolter parce que je pense qu'ils vont plus être très bons après. Et donc, on a ici les laitues que j'avais plantées, qui sont donc plus grandes que les autres parce que je les ai plantées en même temps que j'ai planté dans la serre. Ils sont vraiment plus petits que dans la serre, mais ça avance quand même bien, donc je suis plutôt contente. Voilà, ce bac-là, c'est bon. On va faire un tout petit tour du jardin. Et quand il y a des choses à raconter sur les cultures, je le fais. Et sinon, je vous dis ce que j'ai prévu dans tel bac. Et comme ça, vous pourrez suivre tout au long de l'année l'évolution au potager en moyenne montagne. On y va. Alors, comme je vous disais, tout est mélangé chez moi. Jardin d'ornement, potager, terrasse, lieu de vie, jeux d'enfants, enfin, tout est mélangé. Donc ici, on a des pivoines que j'ai plantées il y a des années déjà de ça. Il faut savoir que j'ai emménagé ici il y a environ 10 ans. Et dès la première année, on a commencé à essayer de faire un potager un peu classique, qui était une catastrophe. Là où j'habitais avant, ça marchait très bien, mais pas du tout ici. Notamment à cause des rats-aux-pieds. Mais ça, ce sera une vidéo à part. Ici, on a par contre des pivoines qui se plaisent très bien à cet endroit parce que chaque année, ils nous donnent des magnifiques fleurs. On a un peu des bleuets qui poussent derrière de manière plus ou moins spontanée. Et ici, une grande jardinière dans laquelle mon fils a semé des pois mange-tout qui vont grimper sur ce grillage, mais qui ne sont pas encore vraiment sortis. Ici, nous sommes à côté de la vigne Chasse-la-Dorée qui habite dans ce grand pot et qui s'y plaît plutôt bien. Et on a au pied 2 fraisiers qui me restaient entre autres d'une action de sauvetage de fraiseries que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ça c'est des jardinières qui sont déjà préparées. Donc vous voyez, j'ai mis une grosse couche de foin par-dessus. Et en dessous, on a donc déjà tout préparé. Alors comment je prépare mes jardinières? C'est très simple. Les premières tontes qu'on a fait, qui ne m'ont pas encore servi pour le paillage des bacs, parce que je ne paille pas encore à cette époque de l'année, me servent pour remplir mes jardinières. Donc je mets un mélange de vieux foin qui date de l'année dernière, avec de la tonte, vraiment jusqu'à la moitié du bac. Et après, je mets un mélange de compost et de terre du jardin. Et en fait, je réutilise l'ancienne terre des jardinières. Donc en fait, je fais un jeu de chaise musicale en quelque sorte. J'en vide une complètement. Là, on les a vidées dans le bac qui devait accueillir les fraisiers, qu'on a changé parce qu'il faut changer des bacs, mais vous allez le voir tout à l'heure. Et après, quand j'ai la jardinière vide, je mets foin, tonte, foin, tonte. Alors du vieux foin qui est bien marron. Et ensuite, je mets par-dessus le contenu à moitié de l'ancienne jardinière et par-dessus un peu de compost qu'on a récupéré en déchetterie cette année à 1 mètre cube pour 26 € qui est de très bonne qualité.
Et après, je remets le paillage en attendant parce qu'ici, il y aura des poivrons. Chaque année, je plante les poivrons là-dedans, ce qui marche plutôt très bien. Je les plante très serrés, 3 par pot. Et puis voilà. Donc ça attend gentiment parce que même s'il a fait très beau, il ne faut quand même pas planter les poivrons à l'extérieur. Voilà notre petite jardinière sur pied qui est chaque année dédiée aux aromatiques qui sont, on va dire, annuels ou bisannuels. Donc basilic, persil, de l'aneth parfois. C'est très pratique, ça reste sur la terrasse. Même quand il pleut, qu'on n'a pas envie d'aller très loin pour chercher des herbes, on peut venir rapidement ici. Donc là, il y a le persil de l'année dernière. Hein. Le persil, c'est une plante bisannuelle. Donc là, il faudra vite le récolter avant qu'il commence à faire des graines parce qu'après, il devient toxique. Après, je changerai la terre dans cette jardinière de la même manière que ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, je replanterai mon persil que j'ai semé cette année et mon basilic aussi. Ça, c'est ma serre armoire qui est un très bon investissement, mais qui malheureusement ne me sert pas autant que j'aurais voulu. Elle me sert beaucoup en début d'année. En février-mars en fait, quand j'ai une table à l'intérieur du salon sur laquelle je commence mes semis, en journée je les mets là-dedans, la nuit je les rentre, c'est pratique, c'est pas loin de la porte de la terrasse et c'est quand même très utile. Plus tard dans l'année, ils se portent quand même vraiment mieux dans la serre, accessible de tous les côtés par la lumière, alors que ici, le soleil vient d'un côté. En plus, quand on a trop chaud sur la terrasse et ailleurs, on commence à mettre de l'ombre et du coup les plantes aussi sont à l'ombre. Donc l'emplacement est stratégique pour accéder facilement, mais pas forcément le plus stratégique pour les plantes. Donc je verrai si l'année prochaine on peut optimiser un peu tout ça. Mais pour l'instant, elle restera là et elle me sera à nouveau utile maintenant, puisque dès que je vais pouvoir sortir une des tables de la serre et planter le plus de choses possible, je vais me resservir de cette serre-là pour les protéger la nuit. Ces grandes jardinières, c'est un peu le même système que les autres, j'ai juste pas fini de les préparer. En dessous, il y a déjà le mélange foin et tonte, mais je n'ai pas encore eu le temps de rajouter assez de terre et de compost. Là-dedans, je plante des aubergines et des tomates généralement. On voit d'ailleurs qu'il y a des petites tomates qui ont germé, sûrement une tomate qui était tombée dedans l'année dernière. Ici, on a une vigne Italia, donc ça c'est ma préférée. Ça fait du raisin blanc, mais très goûteux. C'est juste que chaque année, on a un peu le problème qu'ils n'arrivent pas vraiment à maturité parce qu'ils gèlent trop vite. Bon, cette année, on verra, hein, peut-être qu'on a de la chance. Tout à gauche, il y avait un très beau romarin qui a survécu des années durant, alors qu'on m'avait dit que c'était impossible en moyenne montagne qu'il survive comme ça. Malheureusement, cette année, on a eu plusieurs nuits d'affilée à moins 19 degrés. Et là, il a déclaré forfait. Une ou deux nuits comme ça, éparpillées avec moins 15, ça passait. Par contre, 4, 5, 6 nuits d'affilée, c'était trop pour lui, quoi. On a de l'herbe de curry à curry, qui sent vraiment le curry quand on frotte la plante. D'ailleurs, comme ça sent le curry, on dirait qu'on est en cuisine. Et après, j'ai de l'origan, du thym. Et puis, une autre vigne. Alors, on voit l'avancement, hein, qui est vraiment différent. Ça, c'est le muscat d'Hambourg, qui d'un côté est peut-être plus tardif, mais surtout moins protégé par le mur que l'autre vigne. Ensuite, on a une des rhubarbes. Mais alors, de la rhubarbe, vous allez en voir encore et encore, hein, dans cette vidéo. Juste à côté, nous avons un poirier qui se fait dévorer, comme chaque année, par les charançons vert pâle. J'ai essayé de traiter avec du savon noir. Ça a marché un peu, mais ça a surtout cramé les fleurs, je crois. Et malheureusement, il continue quand même à venir. Je ne sais pas quoi faire. Au moins, il a gardé des feuilles parce que vous allez voir l'autre, il s'est fait dévorer en entier. Ici, on a donc encore un qui, pareil, doit être récolté bientôt, qui est bien moins développé que l'autre. Tout simplement parce qu'il n'est pas du tout protégé par le mur de la maison sur la terrasse. Alors comme on a pu voir là-bas, il y avait plutôt les aromatiques méditerranéennes, donc romarin que je vais replanter, thym, etc. Ici, on a plutôt les aromatiques soit annuelles, bisannuelles, soit comme la ciboulette là-bas qui commence à fleurir, des variétés voilà, d'aromatiques qui n'ont pas besoin d'autant de chaleur, qui n'ont donc pas la protection du mur, qui prennent plus l'eau parce que là-bas en plus l'eau de pluie n'arrive pas toujours. Donc c'est très pratique de fonctionner comme ça. Je vais rajouter ici l'aneth. Je vais tenter un peu de basilic, mais ça ne marche pas très bien à cet endroit-là parce qu'il fait trop frais et c'est trop mouillé. Ça pousse mieux sous serre et sur ma terrasse. Voilà la ciboulette, j'ai tardé un peu à la récolter. Bon, ça fera des jolies fleurs pour les insectes et en plus on peut les manger quand même, donc c'est pas très gênant. Ici, nous sommes devant les deux plus anciens buissons fruitiers que j'ai plantés quand j'étais arrivée. On a un cassis et un groseillier rouge.
Alors, c'est nos plus vieux compagnons, on va dire ici. Ils doivent avoir 9 ans. Ils poussent très bien. Ils continuent à donner des fruits chaque année. Et il y avait un creuset, un maquereau avec, qu'on a par contre enlevé quand le petit était petit et commençait à jouer ici, et qu'on a mis dans un coin de la haie où il a très bien repris. Vous allez voir ça plus tard. Donc là, on voit quand même que les fruits se sont déjà formés en partie. Donc ça, par contre, le charançon vert pâle, il n'en veut pas des groseilliers. Donc ça, chaque année, il n'y a pas de souci. Et ici, l'autre poirier qui, par contre, est nu. Voilà, il a gardé 3 feuilles en bas. Tout s'est fait manger entièrement. Moi, je suis dépitée face à ça. Chaque année, je me dis, je vais trouver une solution, mais même ce que j'essaye, ça ne marche pas. Alors, je vais voir. Alors voilà, on arrive au potager classique en bac. Ici, vous avez 3 bacs. Ben, voilà, un charançon. Ici, vous avez 3 bacs côté serre qui sont un peu abrités par la serre quand le vent arrive de là. Malheureusement, le vent arrive souvent par là, mais voilà, peu importe. Ici, on a les fèves que j'avais semé en godet à l'intérieur, que j'avais planté après. Ils se sont très bien portés pendant un moment, mais maintenant ils ont eu les feuilles qui ont bien jauni. Est-ce que c'est le manque d'eau ou le manque de quelque chose? Je ne sais pas. Je vais essayer de regarder ce que ça peut être. Ici, c'est encore vide. Il y aura ici de fenouil sûrement, et il y aura les blettes. Et il me restera un peu de place parce que j'ai toujours un peu des plantes en trop après. Donc j'essaye dans ma planification du jardin chaque année de garder des bacs où je ne prévois rien. Et comme ça, selon la surproduction que j'ai de certains plants, j'ai un peu de place pour installer quelque chose en plus, quoi. Et comme vous voyez, voilà, il s'abîme un tout peu. Donc, on essaye de le garder encore en vie cette année. Et l'année prochaine, il sera sûrement à réparer. Ces 2 bacs-là sont déjà entièrement plantés, enfin remplis, même si là, ça fait un peu vide. Mais en réalité, on a ici une rangée de carottes semées au centre qui n'ont pas encore levé. Et on a 3 rangées de poireaux d'été et une rangée d'oignons. Alors, il y a de l'oignon rouge et à la fin, il y a de l'oignon blanc. Qu'est-ce qu'on constate comme souci quand même, entre guillemets, dans ce bac? C'était un bac dans lequel il y avait des pommes de terre l'année dernière. Alors, on les a récoltées l'année dernière en faisant attention de ne pas en laisser, mais on en oublie toujours dedans. Cette année, on l'a carrément rebêché un petit peu, on a rajouté du compost, etc. pour pouvoir semer dedans. Et malgré tout ça, il y a des pommes de terre spontanées qui poussent là. Et là, ça m'a carrément déjà complètement fichu en l'air ma rangée de carottes. Puisque là, les patates se frayent un chemin, il n'y a rien à faire. Alors, chaque année, ça m'arrive et chaque année, je les laisse en me disant, c'est pas grave, ça me fera des pommes de terre en plus. Mais cette année, j'ai décidé d'être radicale. J'ai assez de pommes de terre là où j'ai décidé de planter des pommes de terre. Donc, quand ça me gêne, comme ici, c'est impossible que les carottes poussent en même temps. Je les enlèverai, mais je le ferai plus tard parce qu'il faudra que j'enlève la racine avec. Voilà. Donc, va falloir que je fasse quelque chose. À droite, nous avons un bac dédié aux choux cette année. J'ai 2 grands bacs de 4 mètres comme ça, minimum dédiés aux choux. Parce que les choux, ça pousse très bien ici. Et que du coup, on prend moins de risques avec les choux à l'extérieur qu'avec les tomates, selon les années. Ici, on a du chou rouge, on a du chou romanesco, on a un chou-fleur survivant, un chou cabus survivant de Milan et un brocoli. C'est tout ce qui me restait de mon premier semis du 8 mars. Que j'ai semé à l'intérieur, repiqué et replanté ensuite dehors. C'était un semis qui n'avait pas marché très fort, mais quand je vois maintenant les plantes, pour ceux qui me suivent, ils savent à quoi ça ressemble il y a quelques semaines, je suis quand même assez contente. En culture intercalaire, parce que j'essaye de ne pas gaspiller la place, les choux vont mettre du temps à devenir grands et à prendre toute la place. J'ai semé donc une rangée de navets au milieu et sur les 2 bords, j'ai semé des radis qui ont bien germé. On arrive au cœur du jardin, en quelque sorte, à la serre. Ici, c'est une plaque de laitue et de chou rave qui vont d'ailleurs avoir besoin d'être plantés. Ils sont vraiment au stade où on peut les planter dehors. C'est juste que j'ai pas eu le temps. C'est une catastrophe. Et donc là, maintenant, on verra la météo qu'on aura. Donc ça, faudrait vraiment que je les plante le plus rapidement possible. Et en attendant, je les mets dehors parce que dans la serre, ils sont chauds et surtout, je n'ai plus de place dans la serre. Mais la nuit, ils rentrent dans la serre. Alors, cette serre, elle est en phase de grande cohabitation, comme je dis toujours. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout ou presque qui est planté dans les bacs sur les côtés, mais que dans le bac central, qui n'est pas encore utilisable pour les frécultures d'été, il y a ces 2 tables de culture sur lesquelles il y a plus un brin de place, comme on peut constater. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est la pépinière. Je n'ai plus rien à l'intérieur de la maison. Tout est sous serre, qui est chauffé la nuit.
je peux vous présenter un peu rapidement tout ce qu'il y a ici. Les plantes les plus anciennes qui sont encore ici, ce sont les tomates. Les tomates qu'on a semées le 18 mars de mémoire pour la serre. Alors, j'avais semé que pour la culture sous serre. D'ailleurs, ça, c'est le petit frère de cette plante de tomate, par exemple, qui pousse là au milieu des épinards. Ceux qui étaient destinés à la serre ont été plantés, sauf que j'en avais en trop. Et vu la météo qu'ils ont annoncée par la suite, je n'ai pas pu refaire des semis tout de suite. Enfin bref, je les ai donc gardés au lieu d'éclaircir dans la mini-serre. Normalement, je mets 2 graines dans chaque alvéole. C'est des mini-serres comme ça. Là, vous voyez du basilic pourpre. Normalement, je mets 2 petites graines de tomates. Et quand elles sont bien sorties, j'enlève la plus faible des 2 et je laisse se développer l'autre. Là, quand j'ai vu comme la météo partait, je me suis dit, je vais garder les 2 plants. Quand j'ai repiqué, j'ai sauvé les 2. Et maintenant, je me retrouve avec des tomates qui seraient plus que prêtes à être plantées dehors, sauf que je ne peux pas les planter avant fin mai. Parce que même s'il fait très très beau, ça ne veut pas dire que ça ne va pas regeler. Je rappelle que l'année dernière, j'ai planté mes pommes de terre relativement tôt et le 24 mai, il a gelé. Ils se sont pris un coup de gel sur la tête qui ne leur a pas plu du tout. Même s'ils ont survécu, c'était quand même compliqué. Il fallait essayer d'arracher les feuilles les plus abîmées pour pas que toute la plante tombe malade. Enfin bref, cette année, je n'ai pas encore planté mes pommes de terre, sauf un petit endroit que je vous montrerai après. Donc, pour revenir aux tomates, j'ai donc 2 stades d'évolution de tomates. J'ai les tomates semées le 18 mars et j'ai les tomates semées le 8 avril, je crois, qui ont été repiquées très récemment et qui ont en fait, eux, ils sont un peu en retard, en l'occurrence, pour être plantés fin mai, mais voilà. Donc, j'ai des plants trop avancés ou des plants trop en retard. Voilà les aléas du jardin. On a aussi ici les concombres qui, voilà, pourraient bientôt partir aussi, mais il faut attendre un peu. De toute façon, les concombres, j'attends toujours qu'ils soient un peu plus grands parce qu'après, ils sont vite mangés par les limaces, sinon. Du basilic qu'il faut que je repique d'urgence. Ici, on a donc tout ce qui est courges, courgettes, tournesol, maïs. Encore des courges. On a les autres tomates qui ont été replantées. J'en profite pour montrer le feuillage vraiment atypique des tomates cerises jaunes. Vous voyez par rapport à une plante de tomate classique, ça n'a rien à voir. On dirait une pomme de terre ou une aubergine à la limite ou un physalis. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si ça vous arrive, je le répète, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas vos graines qui sont bizarres, c'est juste des variétés dites à feuillage de pommes de terre. De l'autre côté, on a encore des tomates. On a beaucoup de basilic qui est devenu quand même vraiment très beau. J'en ai déjà planté pas mal sous serre, mais ça, c'est le basilic qui va aller donc sur la terrasse. On a le persil qui est prêt à être planté aussi. On a encore du basilic. On a la plaque de haricots, mais alors vous voyez, ils germent en même temps qu'à l'extérieur. On ne voit pas vraiment d'avancement par rapport à ceux qui germent dans le bac surélevé. Ici, on a de la ciboule, on a du fenouil, des betteraves, pareil, qui seraient prêtes à être bientôt repiquées, enfin plantées, et des blettes. Et en dessous, on a encore des choux. Et après, on a 2 plaques de fleurs. Voilà un peu pour la pépinière. Maintenant, je vous... Ah oui, ici, ça vous le voyez peut-être pas. J'ai d'autres herbes aromatiques, de la pimprenelle et de la bourrache. Et là, j'ai des choux. Choux chinois, brocolis et choux cabu qui ont vraiment besoin d'être piqués en l'occurrence. J'ai du boulot. Et ça, c'est juste... j'ai acheté hier les derniers plants qui me manquent pour la serre. Le dernier plant d'aubergines, poivrons et tomates greffées. Et il y avait dans ce pot 2 aubergines pour le prix d'un du coup. Alors, vu que je dois acheter plus tard mes plants d'aubergines pour l'extérieur, je vais les repiquer séparément dans 2 godets et puis je les planterai dehors quand ils seront en grande diamètre. Maintenant, focalisons-nous sur les bacs. Ici, on a un joyeux mélange, comme vous pouvez voir, avec une énorme grosse araignée. Alors voilà, faut pas avoir peur des araignées. Dans la maison, je me mets à hurler si je vois une araignée. Mais dans la serre, ça passe, c'est pas grave. J'aurai celle-là dans ma chambre, je vous dis pas. Donc dans ce bac-là, on a un joyeux mélange d'épinards, de choux, de tomates, etc. Alors pourquoi? Parce qu'au tout début, j'ai planté ici mes épinards. D'ailleurs, il y en a qui montent à fleurs aussi, et d'autres qui sont très grands, prêts à être récoltés. Et j'ai semé des carottes, des radis et des laitues, mais les laitues n'ont pas levé parce que le paquet était trop vieux. Ensuite, j'ai planté 2 choux que j'avais achetés parce que les miens ne sont pas aussi avancés. Et après, quand il était temps de planter les tomates sous serre, j'avais laissé des trous un peu exprès au milieu où j'ai mis les tomates.
Ça a l'air très serré comme ça, mais il faut dire qu'on a mis beaucoup de compost. S'il faut, plus tard dans l'année, je rajouterai un peu d'engrais. Mais franchement, normalement, ça passe toujours comme ça. Les choux vont trop se développer, je vais enlever les feuilles extérieures. Les tomates vont pousser plus en hauteur au lieu de s'étaler. Donc, j'enlèverai juste les feuilles du bas. Et les épinards, d'ici là, seront récoltés. Là-bas, au fond, vous voyez les salades. Une aubergine greffée que j'avais déjà plantée et une autre que je plante. Et on voit des plants martyrs, notamment un œillet d'Inde qui se fait manger par les cloportes. Alors oui, je sais, tout le monde dit que les cloportes n'attaquent pas les plantes, mais ce n'est pas vrai. Ici, nous avons au fond les poivrons, celui déjà planté et les deux que j'ai achetés hier. Et ici, on a la rangée de plants de tomates greffées. Il y a ici 4 plants de tomates greffées, 2 qui ont déjà été plantés, 2 que j'ai achetés hier que je vais planter aujourd'hui, dès qu'on aura fini ce tour du jardin. Et ensuite, j'ai des laitues et 2 tomates Roma qui viennent de mes propres semis, qui ont été semées le 18 mars. Alors là, vous les voyez beaucoup mieux que là-bas dans le bazar des épinards. Ils se portent quand même plutôt bien. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis pareil pour le basilic, qui a l'air de se plaire. Là, vous voyez des petits choux raves. Et puis des salades. Bon, on ressort dans le froid là parce que ça commence à cailler un peu. Le vent se lève. Ici, il n'y a pas grand chose à raconter, donc on va passer très rapidement. On a un kiwi femelle qui est en train de bien coloniser le grillage. Là, vous voyez un sac à pommes de terre, entre guillemets, dans lequel il y aura des patates douces que je vais planter cette année à cet endroit. J'en aurai dans 2 sacs. C'est la seule manière d'en avoir chez moi ici en moyenne montagne. Et là, ça va être vraiment bien abrité par la serre du coup. Donc j'espère que ça marchera bien. Et sinon ici dans les bacs il n'y a encore rien du tout, à part des mauvaises herbes qui repoussent. Donc là ce sera dans ces 2 bacs là, il y aura les concombres et les haricots grimperants. Mais là on va aller de l'autre côté. Là on est revenu donc vers le grand bac surélevé et les pivoines. Ça c'était le petit rectangle qui est vraiment juste devant la maison. Maintenant on va passer de l'autre côté et vous allez voir tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, on passe le petit grillage, le petit portillon. Et de ce côté-là, bon, il y a le tuyau qui draine. On a l'autre grand bac surélevé qui a été fabriqué à 6 mois près en même temps, mais en bois non traité. C'est pour ça que je le surnomme le bateau maintenant. Je trouve qu'il a un peu une forme de bateau là. Il est en train de devenir... Voilà, là vous voyez bien. On le rafistole comme on peut, mais il tient encore. Hein. Il tient encore. Donc cette année, ça va encore le faire. J'ai un peu peur par contre pour l'année prochaine. Je pense que ça n'ira plus. Là-dedans, on a la mâche que j'ai aussi semé en même temps que les épinards hein, le 8 mars et une rangée de pois gourmands avec le même système que là-bas, ils vont descendre là. Je les ai semés un peu plus tard et surtout il n'y a pas de voile donc la différence est assez flagrante. Alors je vous propose de faire le tour une fois comme ça et on reviendra de l'autre côté. Ici on a une arche avec des muroises. C'est un croisement entre mûres et framboises qui pousse dessus. Encore de la ciboulette, des mauvaises herbes, encore une rhubarbe. Alors sur cette rhubarbe, j'ai déjà récolté 2,5 kg je crois, que j'ai donné à des copines. Vous allez voir, c'est pas encore ma rhubarbe principale, j'en ai encore une autre. Et ici, on a plusieurs petits bacs surélevés comme ça. Alors c'est pareil, qu'est-ce qui pousse? Des patates. Alors évidemment, vu qu'on les utilise comme composteur en hiver, avec les épluchures et tout, ça peut arriver, mais je les enlèverai. C'est très galère de récolter des patates comme ça là-dedans, quand il y a d'autres cultures en plus. Dans ce bac, on a les petits pois classiques, merveille de Calvédon, donc les ridés. Et au milieu, tout ce que vous voyez là, c'est des soucis qui se sont ressemés spontanément tout seuls. En fait, dans ce bac qui n'a pas de grillage à ma gauche, je sème souvent des fleurs un peu au milieu. J'ai semé des soucis il y a plusieurs années et depuis, ils ont colonisé mon jardin. Je suis obligée de les arracher comme des mauvaises herbes quand ça me dérange. Alors je crois que je vais faire un peu plus attention à partir de maintenant de les couper avant qu'ils fassent des graines. Ou alors de récupérer les graines comme
pour les ressemer là où ça m'arrange l'année d'après, quoi. Alors tout ce côté-là est encore vide et ça c'est vraiment le seul grand bac qu'on a où il n'y a pas de grillage anti-campagnol en dessous. Donc je mets que des plantes qu'il n'aime pas trop, comme les tomates et les concombres, etc., quoi. Je mettrai certainement pas de carottes et de pommes de terre là-dedans. Les pommes de terre, par contre, sont ici. Ici, c'est le seul bac pour l'instant que j'ai déjà cultivé en pommes de terre. Il commence à pleuvoir, on va se dépêcher un peu. Ici, il y a pour moitié la variété Linsa Delicates et pour moitié la variété Alliance. Et il est destiné à une première récolte précoce de petites patates, quoi. Primeur. Donc, on va passer très rapidement pour essayer de finir la vidéo. Ici, nous avons ail, oignon et ici oignon, carotte et aussi des mauvaises herbes qui repoussent. Ça c'est la bâche des courges dans laquelle il n'y aura que courges et courgettes. Un autre kiwi cette fois-ci mâle et puis des sacs de patates déjà installés. Donc là il y aura vraiment des pommes de terre sauf dans un dans lequel il y aura aussi une patate douce. Ici il n'y a encore rien. Dans ce bac là il y aura les pommes de terre. À ma gauche, il y aura du maïs et puis je pense des plantes que j'aurai en trop. Ici, c'était un peu le coin sauvage pour ceux qui m'ont déjà regardé l'année dernière. C'était le coin qu'on a essayé de laisser un peu au naturel, sauf que c'était vraiment devenu très très difficile de récolter les groseilles à macro. Donc, on a quand même remis un peu de propre, enfin mon mari a mis un peu de propre pour qu'on puisse accéder pour la récolte et que les enfants se fassent pas trop mal. Donc on a les deux groseilles à macro et puis voilà, je ferai peut-être un jour une vidéo que sur la haie, qui est une haie vive à 2 rangées, avec au minimum la première rangée qui est comestible. Mais ça va exploser le cadre de cette vidéo qui va déjà être très longue. Donc je vous propose d'avancer sous ce magnifique pommier. Ici c'est un bac dédié aux fraisiers, à droite aussi. L'autre bac va être dédié aux tomates cette année, un autre pommier. Alors, petite mention pour ce nouveau bac tout beau et tout propre que mon mari a fabriqué cette année pour remplacer un bac qui était vraiment très abîmé. Là, on a replanté une fraiseraie. Alors, ceux qui étaient dedans avant marchaient vraiment pas très bien. J'ai pris les plus beaux, je les ai replantés ailleurs et j'ai réinvesti dans des fraisiers neufs, quoi, entre guillemets. Et donc, on a déjà les premières fraises vertes dessus. Je croise les doigts. Ici, je sais plus ce que j'ai prévu de planter. Ensuite, ici, un autre bac surélevé qui, pour l'instant, est utilisé comme composteur. À la fin, on mettra un peu de terre dessus et je planterai directement dedans sûrement des courgettes. Et voilà ma rhubarbe principale. Voilà, il y en a de la rhubarbe cette année à nouveau, comme chaque année presque. Mais là, cette année, c'est encore particulièrement... faudrait que je vous montre un peu la taille. Parce que je n'ai pas encore tout récolté. Alors sur celle-là, si j'ai récolté déjà de quoi faire une tarte une fois. Donc regardez-moi la taille de cette rhubarbe. Alors j'ai déjà enlevé les hampes florales qui poussaient pour éviter qu'ils montent en fleurs et qu'ils ne produisent plus de tiges. Mais là, il faut vraiment que je fasse une grosse récolte dessus. Voilà la suite de la fraiseraie. Donc vous voyez que j'ai en tout 8 mètres carrés de fraises. Cette fraiseraie, je l'ai installée l'année dernière. La fraiseraie était en fait à gauche. On a fait toute une action pour la remettre de l'autre côté. Vous pouvez voir ça dans mes anciennes vidéos si jamais ça vous intéresse. Et pour l'instant, il se porte vraiment très bien. Alors, je fais bien attention d'enlever les mauvaises herbes ou les herbes spontanées quand ça arrive. Et là aussi, on a déjà des petites fraises vertes dessus. Faut dire que la météo cette année était étrange. Maintenant, si on se prend un gros coup de gel... Ici aussi, il y aura des pommes de terre cette année. Mais alors, voilà, j'attends un peu. Ça, c'est mon deuxième bac dédié cette année aux choux. Donc voilà, là-dedans, il y aura tous les choux que j'ai semés dans un deuxième temps en avril, qui sont en train de pousser dans la serre. Et franchement, à mon avis, ils rattraperont presque les choux d'après. Mais ce sera une petite récolte un peu échelonnée. Je n'aurai pas tous les choux en même temps. C'est pas plus mal que ça. Et ici, on a un système avec 3 composteurs qu'on utilise à tour de rôle comme composteur. Mais en fait, on s'embête même pas après à enlever la terre et à la répandre, sauf si on a vraiment besoin. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on remet un peu de terreau ou de terre par-dessus, surtout la terre des taupes, et après on plante directement dedans. C'est hyper fertile puisqu'en fait, ça fait une grosse masse de compost et ça plaît beaucoup aux cultures très gourmandes, notamment les courgettes, vraiment qui poussent à merveille dans ces bacs. Je vous montre très rapidement qu'en fait, on a encore de la rhubarbe dans la haie. Voilà, qui pousse aussi, moins bien mais qui pousse. Et voilà un mirabilier et un prunier. Ici, dans ces grandes jardinières que j'ai déjà pour moitié préparées
pour moitié pas encore préparées. Je cultive aussi des tomates de ce côté-là, tomates ou aubergines ou physalis, et des cultures qui veulent plus d'ombre de ce côté-là. Donc toujours avec le même système à lasagne à l'intérieur. Alors la partie potager en soi est plus ou moins terminée, hein, parce que maintenant il n'y aura plus de bac de culture. On peut regarder rapidement les framboisiers. Bon, ils se sont complètement enherbés. J'ai trop tardé là, mais trop de travail. À chaque fois, il faut décider qu'est-ce qu'on fait en priorité. C'était pas la priorité, maintenant je le regrette un peu. J'ai pris le temps de bien les accrocher, d'arracher, enfin de couper les rameaux de l'année dernière qui gênaient, qui étaient secs. Par contre, en même temps, je voulais désherber. Le temps m'a manqué. En plus, j'ai un peu mal à l'épaule. Du coup, voilà, ça c'est bien enherbé. Je vais devoir y aller. Et après, j'essaierai de mettre un gros paillage pour éviter que ça revienne trop rapidement. Là, c'est vraiment la fin de la haie. On a encore des arbres fruitiers ici, encore un prunier et un pommier. Et on a un peu de jardin d'ornement. Alors, faut pas regarder ce coin-là parce que vraiment, ça va être remis au propre. C'est un peu le foin qui nous reste de l'année dernière qui est en train de se composter en quelque sorte. On s'en sert quand même encore et dès que ce sera fini, bah, ça reviendra un peu au propre. Donc voilà, on cache cette partie-là. On a un petit massif. Alors, c'est quand même pas mal parce que les plantes vivaces que j'ai plantées survivent et colonisent le tout. Quelques mauvaises herbes avec, mais après j'aime bien aussi laisser un peu sauvage. Juste les orties, il faut qu'on les enlève pour pas que le petit se fasse mal. Donc c'est pas mal quand même, ça fleurit bien, hein. Et puis on a un petit peu, voilà, là il y avait de très jolies jonquilles, mais maintenant elles sont vraiment desséchées. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Il faut pas, quand ça commence à faner et que ça ressemble plus à rien, couper tout. Parce que si on fait ça, les bulbes qui sont sous la terre ne peuvent pas se régénérer pour l'année d'après. Donc en fait, il faut les laisser jusqu'à ce que les tiges soient complètement sèches et après seulement on peut les enlever. Donc c'est toujours un peu le moment moche après, mais on n'a pas le choix si on veut avoir des jolies fleurs l'année d'après. Et ça, c'est à peu près tout ce que j'y connais parce que sinon en fleurs, faut pas trop me demander. On a quand même ici une très jolie rose de Noël ou d'hiver, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, on a des très jolies fleurs là, quand même. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à raconter. On a une petite haie de potentis par ici, qu'on a planté nous. Après, il y a un peu des arbustes qu'on n'a pas planté nous du tout, qui étaient déjà là à notre arrivée. Ici, il faut que je désherbe aussi, donc on n'en parle pas. Voilà, c'était tout pour ce grand tour du jardin qui fait un peu office de vidéo de présentation du jardin pour ceux qui ne connaissaient pas encore le potager ou qui veulent savoir un peu à quoi ça ressemble en cette période. Alors, on est le 3 mai aujourd'hui. Comme vous voyez, hein, c'est pas nickel. Il y a beaucoup de coins où c'est du travail. Mais bon, le truc, c'est que il faut avancer de tous les côtés. Et si vous voulez voir un peu au réel à quoi ça ressemble, il faut aussi montrer les choses qui sont peut-être pas jolies. Hein. C'est pas la peine de faire comme si on avait un jardin parfait quand ce n'est pas le cas. Voilà, alors je pense que je vais vous refaire le prochain tour tout début juin. Ce sera parfait parce que du coup, on aura tout de planté, les tomates, les patates, etc. Donc là, vous verrez vraiment tous les bacs remplis au 1er juin. Normalement, même ici, je n'ai plus rien qui attend dans les godets, quoi. Sauf la deuxième session après. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, je vous propose de nous arrêter là. Si la vidéo vous a plu, si le jardin vous intéresse et que vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, je vous remercie pour un petit coup de pouce et puis je vous dis tchuss et à la prochaine fois.